Je m'appelle Tima. Je suis née dans un petit village. Mon village était très beau, avec des champs verts et de grands arbres. Les gens étaient gentils et chaleureux. Quand j'étais jeune, je ne connaissais pas le français. Dans mon village, les gens parlaient notre langue locale. Nous étions heureux et satisfaits. Un jour, j'ai entendu une histoire qui a changé ma vie. Un vieil homme est venu dans notre village et nous a raconté de nombreuses histoires. L'une d'elles parlait d'une fille qui avait appris le français, voyagé dans le monde entier, rencontré beaucoup de gens et vécu de nombreuses aventures. J'ai écouté avec de grands yeux. Et j'ai voulu être comme cette fille. J'ai décidé d'apprendre le français, mais je ne savais pas par où commencer. Je suis allée voir mon enseignante, Johanna. Elle était gentille et patiente. Elle m'a dit « Tima, tu peux apprendre le français. Commence par des mots simples. » J'ai commencé par l'alphabet A, B, C, D. Je pratiquais tous les jours. Johanna m'a aidée en me donnant de petits livres avec des histoires simples. Je les lisais encore et encore. Apprendre de nouveaux mots était amusant. Chat, chien, pomme, balle. J'écrivais les mots sur du papier et je dessinais des images à côté, ce qui m'aidait à m'en souvenir. Je montrais mes dessins à mes amis et ils étaient impressionnés. Johanna m'a appris à faire des phrases. Le chat est noir. J'aime les pommes. Je pratiquais à dire ces phrases et je me sentais fière. Un jour, Johanna m'a donné un nouveau livre. C'était un livre d'histoire sur un petit garçon nommé Tom et son chien Max. Il vivait de nombreuses aventures et j'adorais l'histoire. Je l'ai lu plusieurs fois et j'ai appris de nouveaux mots. Aventure, forêt, rivière, montagne. Je m'imaginais avec Tom et Max dans leurs aventures. Au fur et à mesure que je lisais, je devenais plus confiante. J'ai commencé à parler en français à mes amis et ils étaient surpris. Ils voulaient apprendre aussi, alors je partageais mes livres avec eux. Johanna a dit « Tima, tu fais du bon travail. Continue à lire et à pratiquer. » Ces mots me rendaient heureuse et je voulais apprendre encore plus. Johanna m'a donné quelques conseils pour mieux apprendre le français. Premier, lis tous les jours. Deuxième, écoute des chansons en français. Troisième, regarde des films en français avec des sous-titres. Quatrième, pratique de parler avec des amis. Cinquième, tiens un journal en français. 6. Apprends de nouveaux mots et utilise-les. J'ai suivi ces conseils. Je lisais tous les jours et j'écoutais des chansons en français, en essayant de chanter en même temps. Je regardais des films en français avec des sous-titres, ce qui m'aidait à comprendre. J'ai commencé à tenir un journal et j'écrivais sur ma journée. Aujourd'hui était une bonne journée. J'ai joué avec mes amis et nous sommes allés au parc. Écrire m'aidait à pratiquer et mon vocabulaire s'est enrichi. J'ai appris de nouveaux mots et expressions comme beau, excitant et merveilleux. Et je les utilisais dans mon journal. Un jour, des touristes sont venus dans notre village. Ils parlaient français et j'étais excitée. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Bonjour, bienvenue dans notre village ». Ils ont souri et ont répondu « Bonjour, merci ». J'étais heureuse. Nous avons discuté un moment et je leur ai parlé de notre village. Ils m'ont parlé de leur pays et c'était une expérience formidable. J'ai compris l'importance du français. Je me suis fixé un nouvel objectif. Je voulais être fluente en français et voyager comme la fille de l'histoire. J'ai pratiqué plus fort, lu plus de livres et écrit davantage dans mon journal. Johanna m'encourageait en disant « Tima, tu peux le faire. Continue d'apprendre et ne baisse jamais les bras. » Ces mots me donnèrent de la force et j'étais déterminée. Le français m'a ouvert de nouvelles portes.
Je pouvais parler avec plus de gens, lire plus de livres et comprendre les chansons et les films. Je me sentais connectée au monde. Un jour, j'ai trouvé une vieille lettre de mon grand-père. Il avait voyagé dans de nombreux endroits et avait écrit sur ses aventures. La lettre était en français, et en la lisant, je me suis sentie proche de lui. Le français nous avait rapprochés. J'ai économisé de l'argent pour mon premier voyage et j'ai choisi de visiter une grande ville. C'était un rêve devenu réalité. J'étais nerveuse mais excitée. Je pratiquais à parler français tous les jours avant de partir. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais émerveillée. La ville était grande et belle. J'ai visité de nombreux endroits, musées, parcs et la rivière. J'ai parlé à beaucoup de gens et mon français était utile. J'étais fière de moi. Apprendre le français n'a pas toujours été facile. Parfois, je faisais des erreurs et parfois je me sentais frustrée. Mais je n'ai pas abandonné. Je me souvenais des mots de Johanna. Continue d'apprendre et ne baisse jamais les bras. Je pratiquais tous les jours, apprenais de mes erreurs et demandais de l'aide quand j'en avais besoin. Mes amis et mes enseignants me soutenaient et m'encourageaient à continuer. Au fur et à mesure que je progressais en français, j'ai voulu aider les autres. J'ai commencé à enseigner le français aux enfants de mon village. Je partageais mes livres et mes conseils avec eux, et ils étaient impatients d'apprendre. J'étais heureuse quand ils apprenaient de nouveaux mots, et je voyais la même excitation dans leurs yeux que j'avais autrefois. Un jour, une petite fille nommée Aïcha est venue me voir et m'a dit « Tima, je veux apprendre le français comme toi. » Ces mots m'ont touchée. Je me suis vue en elle, alors je lui ai donné un livre et lui ai dit « Commence par celui-ci, tu peux y arriver. » Elle a souri et pris le livre. C'était un moment spécial pour moi, et j'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir. Mon parcours pour apprendre le français continue. Je lis, j'écris et je pratique encore tous les jours. J'apprends de nouveaux mots et expressions, je parle avec de nouvelles personnes et je voyage dans de nouveaux endroits. Le français a changé ma vie. Il m'a donné confiance, ouvert de nouvelles portes et m'a connectée au monde. Je suis reconnaissante pour ce parcours. Apprendre le français est important. Cela nous aide à communiquer, ouvre de nouvelles opportunités et nous connecte au monde. Tout le monde peut l'apprendre avec de la pratique et de la patience. Nous pouvons tous devenir fluents. J'espère que mon histoire vous inspire. Commencez petit, pratiquez tous les jours et ne baissez jamais les bras. Souvenez-vous, apprendre est un voyage. Appréciez chaque étape. Vous pouvez le faire. La maison de l'ombre, la fuite de Léa. Léa était nerveuse. C'était la première fois qu'elle voyageait seule. Elle devait aller à Briona pour rendre visite à son oncle, mais le trajet depuis sa ville natale, Olara, était long et compliqué. En chemin, elle devait faire une escale dans une petite ville nommée Terona. Là-bas, elle prendrait un autre bus pour continuer son voyage. Lorsqu'elle arriva à Terona, il faisait déjà sombre. La gare était presque vide, et Léa ne savait pas où aller pour prendre son prochain bus. Elle sortit son téléphone pour vérifier l'horaire, mais il n'y avait plus de batterie. Paniquée, elle chercha quelqu'un pour demander de l'aide. C'est alors qu'un homme s'approcha d'elle. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui cachait en partie son visage. « Besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Oui, je dois prendre un bus pour Briona, mais je ne sais pas où il se trouve, » répondit-elle. L'homme sourit. « Je connais bien cette ville. Suis-moi, je vais te montrer. » Léa hésita, mais elle ne voyait pas d'autre option. Elle suivit l'homme à travers des rues sombres et étroites. Au lieu de la conduire à la gare,
Il l'emmena dans un quartier reculé de la ville. L'atmosphère devenait de plus en plus inquiétante. Les maisons étaient vieilles et délabrées. Léa sentait une boule se former dans son estomac. Ils arrivèrent finalement devant une petite maison à l'aspect sinistre. L'homme ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « C'est ici que tu pourras te reposer avant ton bus, » dit-il. Léa, méfiante, regarda autour d'elle. « Je pense que je devrais attendre à la gare. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, l'homme l'attrapa par le bras et la poussa à l'intérieur. Hugo monta les escaliers. Léa le suivit malgré elle. Ils arrivèrent devant une porte. Hugo l'ouvrit. La pièce était petite et sombre, avec un lit, une table et une chaise. Il y avait une fenêtre avec des rideaux verts. Hugo alluma la lumière. « Voilà, Léa, » dit-il. « C'est ici que tu vas dormir. » Léa regarda la pièce avec dégoût. Elle semblait sale. Elle était terrifiée, mais elle ne dit rien. Hugo ferma la porte derrière lui et verrouilla à clé. Léa entendit le bruit de la clé tourner dans la serrure. Elle était enfermée. Elle courut vers la porte et tenta de l'ouvrir, mais c'était impossible. Hugo avait la clé, et elle ne pouvait pas s'échapper. Le désespoir la submergeait. Elle se tourna vers la fenêtre. Léa tira les rideaux et essaya d'ouvrir la fenêtre. Avec difficulté, elle parvint à la soulever. Elle regarda dehors. Elle était au 3e étage. En bas, une petite rue déserte s'étendait. Comment pourrait-elle descendre? Elle chercha une solution dans la pièce et vit des draps sur le lit. Une idée lui traversa l'esprit. Léa attacha les draps ensemble pour former une corde. Elle fixa cette corde à la fenêtre, prit une profonde respiration et se glissa par la fenêtre. Elle commença à descendre lentement le long de la façade du bâtiment. Mais soudain, la corde se cassa. Léa tomba au sol avec fracas. Sa jambe lui faisait mal, mais elle pouvait marcher. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide et sombre. Elle devait fuir avant que Hugo ne se rende compte de sa disparition. Elle se mit à marcher rapidement, tournant dans plusieurs rues, sans savoir où elle se trouvait. Elle n'avait jamais été à Terona auparavant et chaque coin de rue lui semblait étranger. Après plusieurs minutes, elle aperçut enfin une petite maison avec des lumières allumées. Avec l'espoir de trouver de l'aide, Léa s'approcha et frappa à la porte. Une vieille femme ouvrit et la regarda avec bienveillance. « Que fais-tu ici à cette heure, ma petite ?» demanda-t-elle. Léa, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Un homme, il veut me faire du mal, je me suis perdue. » La vieille femme l'invita à entrer et referma la porte derrière elle. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, » dit-elle en la guidant vers un fauteuil près du feu. Léa s'assit et se réchauffa un peu. La vieille femme appela la police. Quelques minutes plus tard, un policier frappa à la porte. Léa lui raconta toute l'histoire en tremblant. Le policier prit la situation très au sérieux. « Nous allons retrouver cet homme, mais en attendant, tu dois te reposer. » Il appela un taxi pour la ramener à la gare. Le lendemain, Léa retrouva enfin son oncle à Briona. Elle était en sécurité, mais encore bouleversée par ce qui s'était passé. Elle se jura de ne plus jamais voyager seule sans être bien préparée. Le voyage de Fatou. Fatou avait toujours rêvé de poursuivre ses études à l'étranger. Depuis toute petite, elle était fascinée par la culture française, les paysages qu'elle voyait dans les livres, et surtout l'idée de vivre une expérience différente de celle qu'elle connaissait au Sénégal. Ses parents avaient travaillé dur pour lui permettre de réaliser ce rêve, et enfin, après des années de préparation,
Fatou avait obtenu une bourse pour étudier en France. Le jour de son départ, l'excitation se mêlait à l'appréhension. C'était la première fois qu'elle quittait sa famille et son pays. L'aéroport de Dakar était bondé, mais dans la foule, elle se sentait seule. Pourtant, elle était déterminée à réussir. À son arrivée à Paris, tout lui semblait si différent. La météo, la langue parlée autour d'elle, et même les regards des gens. Dès les premiers jours à l'université, Fatou ressentit la difficulté de s'intégrer. Bien qu'elle ait un bon niveau de français, l'accent parisien et certaines expressions lui échappaient. Ses camarades de classe la regardaient souvent avec curiosité et parfois avec distance. Un jour, en sortant d'un cours, Fatou entendit des murmures derrière elle. « C'est une Africaine. Elle doit être là grâce à une bourse spéciale. » Elle se retourna, mais personne n'osa la regarder dans les yeux. Ce genre de remarques, elle en entendrait encore, malheureusement. Fatou était consciente des stéréotypes que certains avaient sur les Africains. Elle se sentait constamment obligée de prouver qu'elle méritait sa place. Mais cela la rendait plus forte. Elle passait des heures à étudier, à participer à des projets et à montrer qu'elle pouvait réussir autant que n'importe qui. Cependant, ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où elle se sentait seule, incomprise, loin de sa famille et de sa culture. Les soirées où ses camarades de classe se retrouvaient pour discuter ou sortir, Fatou était souvent la dernière à être invitée, si elle l'était. Elle se demandait souvent si cela était dû à ses origines ou simplement à une différence culturelle. Un jour, Fatou décida de prendre les choses en main. Elle rejoignit une association étudiante qui promouvait la diversité culturelle. Là, elle rencontra des étudiants de divers horizons qui, comme elle, avaient vécu des expériences similaires. Ensemble, ils organisaient des événements pour sensibiliser les autres à la richesse de la diversité, à l'importance de l'inclusion et pour lutter contre les préjugés. Grâce à cette association, Fatou commença à se sentir plus à l'aise. Elle se fit de vrais amis, des personnes qui l'acceptaient pour ce qu'elle était. Ils partagèrent des repas, des discussions sur leurs cultures respectives, et bientôt, Paris ne lui semblait plus aussi étranger. Mais la route vers l'intégration restait semée d'embûches. Fatou fut confrontée à des moments de racisme plus ouverts, comme lorsqu'on lui refusa un appartement sans raison valable, ou lorsqu'on la traita différemment dans un magasin. Ces incidents la marquèrent profondément, mais ils renforcèrent aussi sa détermination à réussir. Fatou comprit que l'intégration ne signifiait pas renoncer à son identité, mais plutôt la valoriser tout en s'adaptant à un nouveau milieu. Elle continuait à exceller dans ses études, devenant un modèle pour d'autres étudiants internationaux. Au fil du temps, Fatou trouva sa place. Elle avait appris à naviguer entre deux cultures, à surmonter les obstacles et à se battre contre les stéréotypes. Elle savait que le chemin était long, mais elle était prête à relever le défi. À la fin de son parcours universitaire, Fatou avait non seulement obtenu son diplôme avec mention, mais elle avait aussi laissé une empreinte positive dans son université. Elle était devenue une voix pour ceux qui n'osaient en même pas parler, un symbole de résistance face aux discriminations et surtout, un exemple de réussite pour les futures générations d'étudiants internationaux. Fatou avait quitté le Sénégal pour poursuivre ses rêves, et bien que son voyage ait été parsemé d'épreuves, elle avait trouvé la force de s'intégrer sans jamais renoncer à son identité. Son histoire était celle de beaucoup d'autres, un mélange de luttes et de triomphes, dans une quête incessante pour être soi-même dans un monde parfois hostile. Robinson Crusoe, écrit par Daniel Defoe, est un roman d'aventure classique
qui raconte la vie et les aventures d'un homme naufragé sur une île déserte. Publié pour la première fois en 1719, le roman est considéré comme l'un des premiers exemples de fiction réaliste. À travers l'ingéniosité, la résilience et le voyage spirituel du protagoniste, Defoe explore les thèmes de la survie, de l'autonomie et de l'ingéniosité humaine. Chapitre 1. Robinson Crusoe, un jeune homme de York, défie les souhaits de ses parents. Et se lance dans un voyage en mer. Malgré des hésitations initiales et un début orageux, il devient déterminé à poursuivre une vie en mer. Chapitre 2. Crusoe rejoint une expédition en Afrique, où il connaît le succès dans le commerce. Encouragé par sa nouvelle richesse, il entreprend un autre voyage, mais est capturé par des pirates et réduit en esclavage au Maroc. Chapitre 3. Après 2 ans de captivité, Crusoe s'échappe avec l'aide d'un garçon nommé Xury. Ils sont secourus par un navire portugais et Crusoe atteint finalement le Brésil, où il établit une plantation prospère. Chapitre 4. Le désir de Crusoe d'obtenir plus de richesses le pousse à rejoindre une expédition de traite des esclaves. Une violente tempête fait échouer leur navire sur une île déserte, et Crusoe est le seul survivant. Échoué, il récupère des provisions de l'épave et commence à construire une vie. Chapitre 5. Crusoe crée un abri et sécurise de la nourriture et de l'eau. Il explore l'île, découvre des chèvres et des arbres fruitiers et commence à cultiver. Son isolement le pousse à des réflexions profondes sur la vie et la providence. Chapitre 6. Crusoe tient un journal documentant ses activités quotidiennes et son état émotionnel. Il devient de plus en plus autonome, domestiquant des chèvres, cultivant des cultures et améliorant ses conditions de vie. Chapitre 7. Crusoe trouve une grotte qu'il utilise comme zone de stockage sécurisée et lieu de refuge. Il fabrique également de la poterie et construit un bateau, bien qu'il ne puisse pas le naviguer hors de l'île. Chapitre 8. Crusoe fait face à la maladie et au désespoir, mais trouve du réconfort dans la Bible, ce qui mène à un éveil spirituel. Sa foi et sa détermination renouvelée l'aident à se rétablir et à continuer ses efforts pour prospérer. Chapitre 9. Après avoir découvert des empreintes de pas sur la plage, Crusoe se rend compte qu'il n'est pas seul. Craignant des menaces potentielles, il renforce ses défenses et reste vigilant pour tout signe d'autres humains. Chapitre 10. Crusoe sauve un prisonnier d'un groupe de cannibales et le nomme Vendredi. Les deux deviennent compagnons et Crusoe enseigne à Vendredi l'anglais et les coutumes occidentales. La présence de Vendredi soulage la solitude de Crusoe. Chapitre 11. Crusoe et Vendredi construisent une fortification plus solide et développent une amitié étroite. Ils prévoient de s'échapper de l'île en construisant un plus grand bateau, espérant atteindre une terre voisine. Chapitre 12. Ils rencontrent un navire de mutins
et élaborent un plan pour les renverser. Avec l'aide de Vendredi, Crusoe reprend le navire, sauve le capitaine et prend le contrôle du navire. Chapitre 13. Crusoe négocie avec le capitaine pour naviguer de retour en Angleterre. Il quitte l'île après 28 ans. Emmenant Vendredi avec lui, Crusoe réfléchit à son voyage et aux profonds changements qu'il a subis. Chapitre 14. De retour en Angleterre, Crusoe découvre que sa famille est décédée et que son domaine est en ruine. Il finit par reconstruire sa fortune et se marie. Malgré son retour à la civilisation, les expériences de Crusoe sur l'île laissent une marque indélébile sur son caractère et sa vision de la vie. Robinson Crusoe n'est pas seulement une histoire d'aventure, mais aussi un récit de croissance personnelle et de développement spirituel. Le voyage de Crusoe, passant d'un jeune imprudent à un survivant sage et ingénieux, souligne la résilience de l'esprit humain. La narration détaillée de Defoe et le riche développement des personnages font de ce roman une exploration intemporelle de la persévérance humaine et de la quête de sens. Résumé des voyages de Gulliver. Introduction. Les voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift et publié en 1726, est un roman d'aventure satirique qui critique la nature humaine, la société et la petitesse de la politique. L'histoire suit Lemuel Gulliver, un chirurgien de bord qui entreprend 4 voyages extraordinaires vers des terres fantastiques. Chaque voyage l'expose à différentes cultures et sociétés, révélant les commentaires aiguisés de Swift sur les folies de l'humanité. Voyage à Lilliput. Le premier voyage de Gulliver le conduit à Lilliput, où il se retrouve naufragé et capturé par des habitants minuscules, ne mesurant que 6 pouces de hauteur. Malgré leur petite taille, les Lilliputiens ont de grandes disputes politiques et rivalités. Gulliver devient un favori à la cour lilliputienne, mais finalement, en raison de machinations politiques, il tombe en disgrâce et est forcé de fuir pour éviter d'être aveuglé. Voyage à Brobdingnag. Le deuxième voyage de Gulliver le mène à Brobdingnag, une terre de géants où il est la créature miniature. Les Brobdingnagians sont simples, moraux et gouvernés par la raison. Les récits de Gulliver sur la politique et la société européenne dégoûtent le roi de Brobdingnag, qui les trouve corrompus et barbares. Ce voyage offre une perspective sur la petitesse et les vices des institutions humaines du point de vue d'une société plus rationnelle et humaine. Voyage à Laputa, Balnibarbi, Lugnag, Glubdubdrib et Japon. Le troisième voyage conduit Gulliver à une série de terres étranges, commençant par Laputa, une île flottante habitée par des intellectuels distraits, obsédés par des théories abstraites. À Balnibarbi, il est témoin de l'impraticabilité de leurs expériences. À Glubdubdrib, il rencontre des figures historiques ressuscitées d'entre les morts, et à Lugnag, il rencontre les Strulbrugs, des êtres immortels accablés par le vieillissement éternel et la misère. Ce voyage se termine par une visite au Japon, qui sert de bref répit avant son retour à la maison. Voyage au pays des Huins. Lors de son dernier voyage, Gulliver atteint le pays des Huins, des chevaux rationnels qui se gouvernent par la raison et vivent dans une société utopique et paisible. Ils sont contrastés avec les Yaous, des créatures humaines brutales et sauvages. Gulliver devient de plus en plus désillusionné par l'humanité, les voyant comme des Yaous, et aspire à adopter les manières rationnelles des Houyhnhnms. Cependant, les Houyhnhnms finissent par décider que Gulliver est un danger pour leur société et l'exilent. De retour en Angleterre, Gulliver est tellement dégoûté par les êtres humains qu'il évite leur compagnie.
Conclusion. Les Voyages de Gulliver est une riche tapisserie de satire, mettant en lumière les absurdités de la nature humaine, les folies des institutions humaines et la petitesse des conflits politiques. À travers les aventures de Gulliver, Swift offre une critique acerbe des valeurs des Lumières, révélant les limites de la raison et les défauts persistants de l'humanité. Le roman reste une exploration intemporelle des vices et des vertus humaines, invitant les lecteurs à réfléchir sur les complexités de leur propre société.